Février 2022 a marqué l'un des jours les plus sombres de l'histoire de l'aviation moderne. Cela s'est produit après que l'avion Antonov An-225 a été détruit par les forces russes suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Des images et des séquences de l'avion dans son hangar, gravement endommagé, étaient déchirantes. Pour de nombreux passionnés d'aviation, cette vue ne signifiait qu'une chose, la fin d'une époque pour un avion qui avait redéfini ce qui était possible en aviation. Cependant, dans un développement étonnant, l'Ukraine a révélé des plans pour reconstruire cet avion massif grâce à un projet ambitieux de 3 milliards de dollars. Alors, comment le pays envisage-t-il de s'attaquer à une tâche presque impossible? Et que signifie la reconstruction de l'An-225 pour le peuple ukrainien? Restez à l'écoute. Pour comprendre pourquoi la destruction de l'Antonov An-225 a été plus que déchirante pour de nombreux passionnés d'aviation, nous devons d'abord remonter dans le temps et découvrir comment il a vu le jour. L'histoire raconte que dans les années 1980, l'Union soviétique et les États-Unis étaient entièrement concentrés sur le fait de se surpasser mutuellement et de revendiquer le statut de pays le plus puissant au monde. Ce faisant, ils ont porté la compétition à un tout autre niveau, l'exploration spatiale. Chaque pays s'efforçait de prouver au monde qu'il était le leader incontesté en matière d'exploration spatiale. Cela a conduit les États-Unis à développer la navette spatiale. Pour ne pas être laissé pour compte, l'Union soviétique s'est lancée dans le développement d'une machine qui égalerait ou même surpasserait la navette spatiale. En conséquence, l'orbiteur de la classe Buran a vu le jour. Cependant, l'Union soviétique avait besoin d'un avion suffisamment puissant pour transporter l'orbiteur jusqu'à la rampe de lancement, et c'est ainsi que l'idée de l'Antonov An-225 est née. L'Union soviétique allait développer l'avion. Et en 1988, il effectua son vol inaugural, décollant de l'aérodrome de l'usine à Sviatoshin. Après son entrée en service, l'avion s'est également avéré être le moyen le plus pratique pour transporter les composants de la fusée porteuse Energia entre les différentes installations spatiales à travers l'Union soviétique. L'avion mesurait environ 85 mètres de long. Cette longueur était suffisante pour lui permettre de transporter la navette spatiale Buran et d'autres charges volumineuses à l'extérieur sur le dessus de son fuselage, tandis que la soute interne transportait d'autres pièces de la fusée. En parlant des spécifications, cette bête d'avion pouvait transporter le double du poids qu'un Boeing 747 pouvait gérer. Et en termes de taille, sa longueur du nez à la queue et d'une extrémité d'aile à l'autre, il était pratiquement de la taille d'un terrain de football. Son poids maximal au décollage était de 598 tonnes. Ceci étant 23 tonnes de plus que ce que l'Airbus A380 Super Jumbo peut transporter. Inutile de dire que déplacer quelque chose d'aussi massif nécessite une puissance sérieuse. Alors, qu'a fait l'équipe d'ingénierie? Ils ont attaché 6 turboréacteurs ZMKB Progress Lotarev D18T, chacun produisant 51 600 livres de poussée. Le pont principal de chargement avait sa propre grue intégrée avec une capacité de levage allant jusqu'à 33 tonnes, parfait pour charger des machines lourdes. Il comportait également des compartiments latéraux spatiaux utiles pour stocker des équipements et outils surdimensionnés. De plus, il y avait une baie d'ingénierie conçue pour soutenir 4 membres d'équipage pendant les missions et garantir que l'avion fonctionne de manière optimale tout au long du vol avec un temps d'arrêt minimal. Cependant, le destin en a voulu autrement. L'Union soviétique s'est effondrée seulement 3 ans après le vol inaugural de l'an 225. Cet effondrement signifiait également qu'un certain nombre de projets que l'Union menait, comme le programme spatial, n'étaient plus considérés comme prioritaires. Cela signifiait qu'à mesure que l'attention se portait sur d'autres domaines, l'an 225 devenait progressivement obsolète. Avec le temps, il a été mis en réserve. Et ce n'est qu'en 2001 qu'une compagnie aérienne de fret ukrainienne, connue sous le nom d'Antonov Airlines, a pris possession de ce géant doux des cieux. L'entreprise l'a rénové pour en faire un avion cargo civil. Il allait transporter certaines des charges les plus lourdes de l'histoire de l'aviation et a également effectué un certain nombre de vols de fret spécialisés. En fait, tout au long de ses années d'activité, il a établi plus de 240 records mondiaux, le plus notable étant le transport de l'objet cargo le plus lourd jamais transporté par avion, un générateur de 189 tonnes pour une centrale électrique arménienne en 2009. Il a également établi le record du transport de la pièce de fret aérien la plus longue jamais transportée, 2 pales d'éoliennes de 42,1 mètres de la Chine au Danemark. Lors des catastrophes mondiales, l'an 225 était toujours prêt à intervenir et à livrer l'aide ou les fournitures nécessaires aux personnes touchées. Par exemple, pendant la pandémie de Covid-19, il a livré 100 tonnes de fournitures médicales de la Chine à la Pologne, aidant à contenir la propagation du virus et à sauver des milliers de vies. Moins de 2 ans auparavant, il avait transporté par avion environ 123 tonnes de fournitures d'urgence vers Guam, juste avant que le typhon Mangkhut ne frappe l'île.
Après des années de transport de fret et de records établis, l'An-225 est devenu une victime improbable de l'invasion russe de l'Ukraine au début de l'année 2022. Le 24 février 2022, les forces russes ont affronté les forces ukrainiennes à l'aéroport de Hostomel, qui était le domicile de l'An-225. Cet affrontement serait plus tard connu sous le nom de la bataille de l'aéroport Antonov. Ce fut un combat intense qui a duré presque une journée. Bien sûr, avec une bataille aussi longue, il était évident que les dégâts seraient importants. Immédiatement, les forces ukrainiennes ont réussi à repousser la tentative de prise de contrôle de l'aéroport par la Russie. Des images de drones ont commencé à apparaître sur Internet. Dans ces images, il était possible de voir les dégâts considérables au hangar où l'avion était entreposé, subissant une lourde maintenance. Environ 2 jours plus tard, le gouvernement ukrainien a officiellement confirmé que l'An-225 avait été détruit lors des combats. Le monde de l'aviation avait subi un revers incommensurable. C'était un avion qui, environ 2 semaines plus tôt, avait décollé de Billund au Danemark pour rejoindre sa base en Ukraine. Maintenant, il était là, presque complètement endommagé, ne volant plus jamais. Cependant, juste au moment où les gens commencèrent à accepter que l'ère de la N225 est vraiment révolue, le gouvernement ukrainien a lâché une bombe qui a provoqué des ondes de choc dans toute l'industrie. Contre toute attente, le gouvernement ukrainien, sous la direction du président Volodymyr Zelensky, a annoncé un plan audacieux pour reconstruire l'AN-225. Maintenant, le fait est que beaucoup de gens se demandent comment l'Ukraine prévoit de réaliser un plan aussi audacieux. Cela s'explique par le fait que, en plus des images de drones qui avaient été publiées plus tôt, il y a maintenant une vidéo détaillée réalisée par l'ancien capitaine de l'avion, Dmytro Antonov. Dans cette vidéo, l'étendue des dégâts est clairement visible et il est évident que l'avion est endommagé au-delà de toute réparation. La partie avant de l'avion est complètement endommagée par ce qui semble être des frappes aériennes et des bombardements des forces russes pendant les combats. De plus, les 2 ailes ont été gravement endommagées, et la seule solution serait de construire des ailes complètement nouvelles. Pour ajouter l'insulte à l'injure, tous les moteurs du côté tribord avaient également été détruits. L'avion fuyait également du carburant, ce qui est une preuve suffisante de réservoirs de carburant endommagés. La section arrière, qui semblait initialement avoir été épargnée, a également été fortement impactée, principalement par des balles et des éclats d'obus. Maintenant, la question qui persiste est comment l'Ukraine prévoit-elle de réaliser cet exploit ? Surtout en considérant qu'il est encore au milieu de cette guerre qui ne semble pas avoir de fin en vue. Maintenant, l'histoire a pris un tout nouveau tournant après qu'il est apparu qu'il existe une 2e unité AN-225 presque complète. Pour comprendre comment cette unité a vu le jour, nous devons remonter à la fin des années 1980 lorsque l'Union soviétique a pris livraison de la première unité. Suite à l'immense succès que l'Union a connu avec cette unité, elle a jugé bon d'ajouter quelques unités supplémentaires à la flotte. Ainsi, elle a entrepris de construire 3 unités supplémentaires. Cependant, au moment de l'effondrement de l'Union en 1991, même la 2e unité n'avait pas été achevée. Les travaux sur cet avion ont également été interrompus car il ne servait plus à rien après la dissolution de l'Union soviétique et par conséquent, le gouvernement n'a vu aucune nécessité d'investir des millions de dollars dans un projet inutile. En 2006, il y a eu des discussions sur une éventuelle initiative qui verrait l'avion achevé et utilisé comme transporteur de fret lourd. Néanmoins, cela est resté un rêve, car en 2016, lorsque les travaux sur l'avion ont complètement cessé, il n'était terminé qu'à environ 70%. Et cela nous amène à l'annonce de l'Ukraine selon laquelle elle prévoyait de reconstruire l'Antonov. Dans cette déclaration, l'Ukraine faisait référence à ce 2e avion qui a été abandonné en 2016. Le président Zelensky est allé plus loin et a clairement indiqué que la décision de reconstruire l'AN-225 était plus qu'un simple effort visant à voir le plus grand avion cargo reprendre son envol. Au contraire, c'était l'une des meilleures et des plus efficaces façons d'honorer les héros ukrainiens qui ont perdu la vie sur le front en combattant pour la souveraineté et la dignité de leur pays. En parlant de ce plan, il a été cité disant « Combien ils ont fait, et aujourd'hui nous pouvons déjà dire combien de vies humaines ils ont sauvées, combien de pilotes ont donné leur vie pour apporter tout là-bas, des armes à l'eau, et combien de blessés ils ont emmenés de là. Un grand nombre de ces personnes sont mortes héroïquement. Reconstruire l'avion pour la mémoire des héros est la bonne position de l'État. En termes simples, l'Ukraine considère la décision de reconstruire l'Antonov comme la plus forte déclaration de sa résilience et de son esprit indomptable.
En ce moment où le pays est plongé dans les eaux troubles de cette guerre, il a besoin d'un facteur unificateur qui motivera chacun à jouer son rôle et à aider à repousser l'ennemi qu'est la Russie. Et Zelensky ne voit pas de meilleure façon de le faire qu'en reconstruisant l'AN-225. Cela soulève la plus grande question. Combien coûtera la reconstruction de l'AN-225 ? Comme nous l'avons déjà vu, l'Ukraine n'a besoin que de terminer les 30% restants environ du deuxième AN-225 qui a été abandonné en 2016. Compte tenu de la taille de l'avion et des dynamiques actuelles de l'industrie, les experts et analystes estiment que l'Ukraine aura besoin de 400 à 800 millions de dollars pour terminer l'avion et le préparer pour le service commercial. Cependant, il a également été révélé que ce coût pourrait en réalité atteindre 3 milliards de dollars. Bien sûr, l'Ukraine n'a pas une telle somme d'argent disponible en ce moment. Ainsi, elle s'est tournée vers ses alliés pour voir si quelqu'un serait intéressé à financer le projet. Le président Zelensky a déclaré que la Turquie avait montré un intérêt significatif pour fournir les ressources financières. Cependant, elle s'est retirée après que les résultats d'une étude de faisabilité ont montré que le coût pourrait en fait être plus élevé que prévu. En plus de cela, Antonov Airlines a confirmé qu'elle possède environ 35% des pièces et composants nécessaires pour réaliser ce rêve. Vous vous demandez peut-être d'où viennent ces composants. Eh bien, pour commencer, l'entreprise a réussi à récupérer quelques pièces et composants qui étaient encore intacts de l'AN-225 endommagé. De plus, l'AN-225 est pratiquement le grand frère de son prédécesseur, l'AN-124. Vous voyez comme l'Union soviétique n'a pas eu le temps de développer un avion entièrement nouveau. Elle a développé l'AN-225 sur la base de la plateforme du plus petit AN-124. Ce faisant, elle a augmenté le nombre de moteurs de 4 à 6 pour gérer le poids supplémentaire. Elle a également allongé le fuselage d'environ 15 mètres, à la fois à l'avant et à l'arrière des ailes, lui donnant ce cadre allongé pour accueillir du fret supplémentaire. Un autre changement a consisté à retirer la porte arrière de la soute pour réduire le poids et faciliter le transport de la cargaison en piggyback. Le design de la queue a également été complètement revu. Au lieu d'une seule dérive verticale, l'équipe de conception a doté l'AN-225 d'une configuration à double dérive avec un énorme stabilisateur horizontal. Cela a aidé à maintenir un flux d'air lisse et stable, même avec des charges volumineuses attachées sur le dessus. Maintenant, malgré tous ces changements, l'AN-225 partageait encore un bon nombre de pièces et de composants avec son prédécesseur. Ainsi, il sera plus facile pour Antonov Airlines de les obtenir en cas de besoin. De plus, l'Ukraine n'aurait pas à dépenser des sommes énormes pour construire une installation de production pour l'AN-225. Tout d'abord, le deuxième avion se trouve dans un entrepôt des installations d'Antonov à Gostomel. Cela facilite l'accès à l'installation par rapport à une situation où elle serait située dans une zone actuellement sous le contrôle de la Russie. De plus, Antonov Airlines a confirmé que l'installation est suffisamment spacieuse pour accueillir l'équipe d'ingénierie et les autres membres du personnel qui travailleraient sur l'avion. Cela signifie que l'argent qui aurait pu être dépensé pour construire des installations de production et d'hébergement peut maintenant être réorienté vers d'autres domaines de production, rapprochant ainsi un peu plus ce rêve de la réalité. Dans l'état actuel des choses, l'Ukraine pourrait également ne pas avoir à se soucier beaucoup de l'argent nécessaire pour terminer le deuxième AN-225. La raison en est qu'un certain nombre de parties intéressées ont exprimé leur intérêt à contribuer au processus de reconstruction. Par exemple, une start-up ukrainienne connue sous le nom de Metal Time vend des pièces de conception mécanique fonctionnelle de l'avion. Chacune de ces pièces se vend environ 179 $, tous les bénéfices allant directement à Antonov Airlines pour financer le processus de reconstruction. Metal Time a également déclaré que ces recettes sont utilisées pour former de nouveaux pilotes et ingénieurs aéronautiques et pour restaurer les maisons des employés d'Antonov qui ont été détruites pendant la guerre. En parlant de cette décision, le directeur général de l'entreprise, Vitaly Smilyanets, a été cité disant « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés lorsque l'aviation cargo ukrainienne est détruite économiquement et physiquement, et donc c'était une décision facile pour nous d'aider à promouvoir l'initiative en communiquant ce grand projet autant que possible. » Le géant américain de la technologie Microsoft a également soutenu les efforts de reconstruction. Elle l'a fait en ajoutant l'AN-225 comme un module complémentaire numérique à son jeu de simulateur de vol et a déclaré que tout l'argent collecté grâce à la vente de l'avion dans le jeu sera reversé à Antonov Airlines pour aider à réaliser ce plan. Déjà, l'entreprise a fait don de plus de 3 millions de dollars provenant des ventes et a réaffirmé qu'elle fera d'autres dons dans un avenir proche. Antonov Airlines a également facilité la contribution des particuliers au processus de reconstruction. Il l'a fait en fournissant les coordonnées bancaires des comptes où ceux qui le souhaitent peuvent envoyer leurs contributions. De cette manière, il entend collecter un montant substantiel qui peut aider à faire avancer le projet et potentiellement aboutir à son achèvement.
Maintenant, alors qu'Antonov et l'Ukraine continuent de convaincre davantage de personnes et d'organisations de se joindre et de contribuer à la reconstruction de ce doux géant, il est clair que le rêve de reconstruire l'an 225 pourrait en fait être plus proche de la réalisation que beaucoup ne le pensent. Assez parlé de l'argent. La décision de l'Ukraine de reconstruire l'an 225 est-elle rationnelle ou y a-t-il d'autres priorités qui devraient être abordées en premier? Personne ne conteste le fait que l'an 225 était un chef-d'œuvre de l'aviation et qu'il mérite une autre chance de sillonner les cieux. Cependant, beaucoup de gens se demandent si c'est vraiment le moment de penser à reconstruire l'avion. La raison derrière cela? Eh bien, l'Ukraine est en pleine guerre et un grand pourcentage de ses infrastructures critiques a été endommagé pendant la guerre. Par exemple, lors d'une seule attaque des forces russes sur l'infrastructure énergétique ukrainienne en décembre 2024, près de 2700 bâtiments résidentiels ont perdu le chauffage, ce qui signifie que plus de 500 000 personnes risquèrent de geler. Maintenant, si une seule attaque a de telles implications étendues, imaginez l'ampleur des attaques continues sur les autres infrastructures critiques du pays et la somme d'argent qui pourrait être nécessaire pour redonner vie à cette infrastructure. Cela nous ramène à la question des priorités. À ce stade, il est évident que l'an 225 n'est vraiment pas la priorité principale pour l'Ukraine. Au lieu de cela, le pays devrait diriger l'argent qui aurait pu être utilisé pour reconstruire l'avion vers d'autres domaines plus sensibles. Ce n'est qu'après avoir traité toutes ces zones que des discussions sur la reconstruction de l'an 225 devraient avoir lieu. De plus, nous avons déjà indiqué que l'an 225 a été développé dans les années 1980, ce qui signifie qu'il utilisait une technologie relativement dépassée. Alors, est-ce vraiment une décision sage pour l'Ukraine de dépenser autant que 3 milliards de dollars sur un avion qui avait plus de 3 décennies au moment de sa destruction? Et même si elle décidait quand même d'aller de l'avant avec le plan et de redonner vie à l'avion, respecterait-il les nouvelles réglementations de durabilité établies par les régulateurs de l'aviation? Cette question repose sur le fait que l'an 225 était propulsé par 6 moteurs largement inefficaces qui ne peuvent pas répondre à ces normes. Par exemple, si l'avion devait être autorisé à voler dans l'espace aérien de l'Union européenne, il doit se conformer aux règles et règlements établis par le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne. Ne pas respecter ces réglementations signifierait que sa portée serait grandement limitée, ce qui en ferait un échec de marché significatif. Il devient également évident que l'Ukraine pourrait ne pas avoir l'expertise nécessaire pour terminer la deuxième unité de l'an 225. Cela s'explique par le fait que beaucoup de membres des équipes d'ingénierie qui ont construit le premier avion ont pris leur retraite il y a longtemps ou sont déjà décédés. De plus, un bon nombre de ces personnes étaient à l'origine de Russie. Par conséquent, les convaincre de traverser la frontière et de se rendre en Ukraine pour participer au processus de reconstruction pourrait être une tâche ardue qui pourrait s'avérer impossible. Cela laisse à l'Ukraine une seule solution. Il doit d'abord former de nouveaux ingénieurs avant de commencer à travailler sur le deuxième avion. Ne pas le faire ne fera qu'ajouter aux complexités auxquelles le projet est confronté avant même qu'il ne commence. Passons à autre chose. Quelles options l'Ukraine a-t-elle à sa disposition? Si l'Ukraine décide de poursuivre ce plan audacieux, elle devra envisager quelques options qui peuvent aider à relever les défis auxquels elle est confrontée. Tout d'abord, elle doit s'occuper des principales priorités qui contribueront à améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Cela signifie reconstruire les infrastructures critiques et s'assurer que toutes les personnes touchées par la guerre sont aidées à retrouver leur équilibre. En fait, les passionnés d'aviation s'accordent à dire que c'est l'un des moyens les plus efficaces d'honorer ceux qui ont perdu la vie dans cette guerre. C'est aussi l'une des meilleures façons de montrer la résilience du pays. Cela peut montrer que le pays est assez fort pour se reconstruire et retrouver sa dignité, même après avoir traversé une période aussi difficile. Ensuite, il pourrait explorer certaines des manières de faciliter le processus de reconstruction. Par exemple, il pourrait chercher des collaborations avec des géants de l'industrie, tels qu'Airbus et Boeing. Ces entreprises pourraient fournir une expertise sur la construction de l'avion et peut-être même collaborer avec leurs fournisseurs pour fabriquer les pièces qui pourraient être nécessaires pour redonner vie au deuxième an 225. En plus de cela, elles pourraient s'adresser aux fabricants de moteurs d'avion tels que Rolls-Royce ou General Electric pour qu'ils fournissent de nouveaux moteurs pour l'avion. Spécifiquement, il pourrait envisager les moteurs UltraFan ou G19X, car ceux-ci sont dans la plage de poussée nécessaire pour propulser l'avion même avec une configuration à 4 moteurs. Après cela, l'Ukraine pourrait chercher des collaborations avec des organismes tels que la Federal Aviation Administration et l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. À travers ces collaborations, l'entreprise pourrait chercher à accélérer le processus de recertification afin que l'avion puisse entrer en service commercial dès que possible.
Cela mène à une conclusion. Reconstruire l'an 225 ne sera pas une tâche facile pour l'Ukraine. Cependant, réaliser ce rêve restera dans les annales de l'industrie comme l'un des plus grands jalons de l'aviation moderne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci, et nous vous verrons dans la prochaine.